Bonsoir à tous. C'est un nouveau phénomène. Depuis l'obtention du prix Nobel de littérature par Han Gang, les Sud-Coréens sont rués vers les grandes librairies pour acheter un livre de la lauréate. Pourtant, nombreux sont ceux qui disent que les ouvrages de l'écrivaine sont trop tristes et sombres, et ils ont donc du mal à les lire jusqu'à la dernière page. J'imagine que pour un lecteur étranger qui n'est pas familier avec la culture coréenne, ça doit être encore un plus grand défi. Heureusement, les traducteurs de talent sont là pour leur faire découvrir les œuvres de Han Gang dans leur propre langue. À l'occasion de la cérémonie de remise des prix Nobel, nous avons le plaisir de recevoir deux d'entre eux qui ont déjà présenté dans le passé la romancière dans le monde francophone et qui sont en pleine traduction de 서랍에 저녁을 넣어두었다, le seul recueil de poèmes de l'autrice, pour une sortie au printemps 2025. Accueillons sans plus attendre mes nouveaux invités du mercredi, Kim Gyan et Jean-Noël Juté. Depuis l'annonce de la décernation du prix Nobel de littérature à Han Gang, la vie de certains a été complètement bouleversée. La vôtre aussi ? Complètement non, mais en tout cas c'est un très bon événement puisque ça nous amène aussi à la KBS. Bouleversé non, mais très heureux d'apprendre cette nouvelle. Elle nous a touchés même personnellement parce qu'on connaît bien, on connaît l'auteur, on l'apprécie. Nous avons traduit quelques-uns de ses textes, donc ça a été pour nous une très bonne nouvelle. Et nous avons été très heureux de voir que la littérature de Corée était reconnue à travers justement cette personne. Sachez que nous attendons tous avec impatience la publication de 서랍에 저녁을 넣어두었다, que vous avez provisoirement baptisé, je crois, ces soirs rangés dans le tiroir de Han Gang. Notons qu'il s'agit à la fois du premier et du dernier recueil de poèmes, le seul donc de l'écrivaine. Mais dites, comment est née l'idée de traduire ce recueil ? En fait, on connaissait déjà Han Gang un peu, et puisque nous avons traduit certains textes en classe de notre traduction littéraire, et puis on se disait plus ou moins il faudrait traduire un roman, et puis l'occasion n'était pas venue parce qu'on était occupé de notre côté. Elle aussi, elle avait d'autres traducteurs, je crois, qui avaient déjà commencé. Et puis j'aimais beaucoup sa poésie. Donc je me suis dit, puisque ça nous plaît, on pourra peut-être nous lancer à traduire les poèmes. Et d'ailleurs, au début, nous nous sommes gardés de traduire de la poésie. On avait surtout traduit des romans, mais à partir d'un certain moment assez récent, certaines personnes nous ont recommandé d'essayer. Et puis on en a essayé, et notamment avec Tasan. Et ça, personnellement, j'ai beaucoup aimé traduire ensemble. Et la traduction, peut-être on y reviendra, mais la traduction de la poésie renforce en fait notre coopération. Comparé aux romans, nouvelles ou essais, qu'est-ce qui est passionnant lorsqu'on traduit des poèmes ? Et puis, qu'est-ce qui est le plus difficile ? Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment plus difficile. La traduction, dès lors qu'elle veut être littéraire, est difficile. Mais les difficultés en font tout l'intérêt, d'ailleurs. Si ça pouvait se faire facilement, les ordinateurs, et peut-être on en parlera, les ordinateurs le feraient mieux que nous, mais chaque difficulté, justement, est une sorte de défi qui est posé au traducteur. Alors c'est vrai dans le genre narratif, mais c'est peut-être plus vrai encore, mais fondamentalement, ça reste quand même la même chose en poésie. Alors en poésie, les difficultés qui se posent, c'est que il y a énormément de métaphores. Il y a aussi une polysémie très très forte en poésie, et donc des connotations extrêmement variées, diverses. Dès lors qu'on traduit, le risque est de mettre l'accent sur un aspect de la polysémie plutôt que sur l'autre, alors qu'il faudrait garder un équilibre entre deux significations. Mais ces difficultés-là sont aussi les mêmes que celles qu'on rencontre lorsqu'on traduit des nouvelles ou des romans. En poésie, quand même, la vraie différence, c'est que les aspects formels de la langue, la structuration de la phrase, l'organisation de la strophe,
ce qu'on regroupe sous le nom de forme, tout cela doit être pris en compte de façon beaucoup plus attentive encore que dans la traduction de la prose. 서랍에 저녁을 넣어두었다 n'est pas le seul livre de Han Gang que vous avez traduit en français. Il y avait Les chiens au soleil couchant. Vous savez, à l'université féminine d'Iwa, à l'école d'interprétation et de traduction, nous avons, une classe de traduction littéraire. Et dans cette classe, on traduit des textes coréens vers la langue étrangère, en français donc. Et je devais donc choisir une nouvelle. Et comme j'aimais bien Han Gang, en fait, j'ai choisi ce titre parce qu'il y avait les chiens. Comme nous aimons bien les animaux. Et c'est une nouvelle très très touchante. Et en plus, pour choisir cette nouvelle, en fait, j'ai tenu aussi compte des difficultés linguistiques ou des difficultés de réexpression que les élèves allaient rencontrer et que nous pouvons redresser ensemble en classe. Donc, nous avons traduit cette nouvelle qui était en fait la première nouvelle traduite et publiée en langue occidentale. Ça fait presque 30 ans que le duo Che-Juté ou Juté-Che, je ne sais pas ce que vous préférez, travaille ensemble. Comment vous partagez vos rôles? 30 ans déjà. Comme Jean-Noël ne lit pas le coréen, c'est moi qui traduis d'abord, puis je lui envoie par email la première version qu'il va retravailler, redresser et m'envoyer, et je vais relire sa version et en l'opposant, en confrontant à l'original pour voir si on peut encore améliorer, etc. Donc on a plusieurs fois de va-et-vient des textes. Puisqu'il y a 30 ans d'histoire, c'est devenu une sorte de routine. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai préféré traduire ces derniers temps un peu de poèmes qui nous permettraient de coopérer de manière beaucoup plus intense, puisqu'il y a du travail à faire sur l'aspect linguistique. Oui, tout est dit. J'ajouterais simplement que nous fonctionnons beaucoup à distance parce que au départ nous étions loin l'un de l'autre ou l'une de l'autre. J'étais en France ou j'étais ailleurs, dans d'autres pays. Mi-kyung était à Séoul et donc nous échangions nos essais de traduction, enfin la traduction que Mi-kyung faisait, la première traduction qu'elle faisait, et sur laquelle moi je travaillais à distance. Et nous utilisions à cette époque même fax, je crois, au début. Oui. Nous échangions nos textes. C'était avant l'apparition d'Internet. Alors, notre brève histoire de coopération, 30 ans, c'est rien du tout. Oui. Dans cette brève histoire, on constate l'évolution des techniques. Nous avons été au cœur de cette évolution, sans nous en rendre compte. Petit à petit, l'Internet est venu se substituer au fax. Et on a continué à travailler comme ça à distance, et même lorsque nous sommes dans deux pièces voisines, nous envoyons des textes par l'Internet. Mais, comme le dit aussi Mi-kyung, notamment en poésie, on commence à discuter. Voilà, il y a des difficultés ou des connotations justement à faire apparaître, et il est bien de pouvoir en parler de vive voix pour essayer d'approcher au plus près le vouloir dire de l'auteur. Ce qui est vraiment bien avec l'obtention du prix Nobel de littérature par Han Gang, c'est que nombreux sont ceux qui reprennent le plaisir de lire ou qui apprennent carrément à lire un livre en papier. Pour nos amis qui ne sont pas du tout familiers avec la littérature du pays du matin clair, pour leur premier pas, pouvez-vous chacun leur recommander un ouvrage? Les écrivains coréens excellent en nouvelles, alors qu'à l'Occident, on aime bien les romans. Donc, c'est bien dommage ce décalage de goût, mais en tout cas, si vous n'avez jamais lu les textes littéraires coréens, je recommanderais des recueils de nouvelles que nous avons, par exemple ici, Cocktail Sugar, ou alors... là aussi, c'est Nocturne d'un chauffeur de taxi, c'est magnifique. Il y a aussi un texte de Han Gang. Et d'ailleurs, Monsieur Le Clésio l'avait recommandé vivement aux lecteurs français de lire. Et sinon, si un roman à recommander, je recommanderais, bien sûr, il y a des œuvres de Han Gang, mais aussi de Hwang So-kyung ou de Lee Seung-woo.
notamment L'invité de Hong Seok-young, qui vraiment retrace l'histoire de la Corée. Oh, je dirais sensiblement la même chose. Les nouvelles sont le genre par excellence des écrivains coréens. Ça s'explique par des choses qui ont souvent été abordées, notamment le fait qu'on entre en littérature en Corée par une nouvelle qui est publiée dans un quotidien, récompensée par un quotidien à la fin de l'année. Et donc, ça encourage les auteurs à écrire des nouvelles. Malheureusement, en Occident, on aime les romans, et même les romans un petit peu volumineux, 300 pages ou plus. Et il y a cette sorte de différence de goût entre... Mais c'est bien dommage que les Français ne s'attardent pas plus longtemps à la nouvelle, qui est un genre... Mieux adapté aujourd'hui. Oui, on prend le train, un Paris-Lyon, c'est le temps de lire 2 nouvelles. Mais là, moi aussi, je recommanderais aux lecteurs de lire les nouvelles qui sont présentées là, mais d'autres textes, je pense à Jab de Kim Won-soo. J'ai un ami qui m'a dit ce livre, c'est le meilleur livre que j'ai lu depuis longtemps. Oh. Bon, ça vous touche, non seulement les traducteurs, mais il faudrait le rapporter à l'auteur, parce que bien entendu, c'est un livre de Kim Won-soo qui, pour nous, est précieux. Jean-Noël, il y a quelques années, j'ai lu dans un entretien que vous avez accordé à la Korea Foundation que les 3 grands charmes de la Corée et des Coréens sont la passion, la générosité et la franchise. Avez-vous changé d'avis depuis ou bien? Je trouve toujours un peu curieux que les Coréens demandent aux étrangers d'exprimer comment ils sont perçus, comment les Coréens sont perçus. C'est peut-être... je ne sais comment s'explique ce désir, une sorte de doute sur soi-même, je ne sais pas. Ouais, donc, c'est un peu comme si on demandait à son petit ami oui, mais bon, fondamentalement, je n'ai pas fondamentalement changé d'avis, mais je dirais qu'il y a tellement de choses qu'on peut dire sur la Corée et les Coréens. C'est embarrassant de répondre à cette question parce que c'est réduire l'immensité d'un champ, celui de toute une culture, à quelques mots, et c'est bien dommage. Mais je dirais quand même deux, 3 choses. Ce qui me plaît en fait, c'est leur engagement, leur façon de s'investir tout entier dans ce qu'ils font. Alors, je prends simplement 3 exemples. L'un, c'est les promeneurs qui, dans le quartier où nous habitons, pas loin de la muraille, Songbukdong, ces gens qui vont se promener dans la montagne sont équipés comme des montagnards. Et ils ont acheté des sacs, des chaussures, des vêtements. Ils ont tout ce qu'il faut pour grimper au Mont Blanc ou même à l'Everest. Et donc, ils se transforment en montagnards, comment on les appelle, ceux qui font alpinistes. En alpinistes, voilà. Autre exemple qui me paraît beaucoup plus touchant, la musique, les pianistes, le nombre de musiciens, et je pense surtout aux pianistes, mais c'est vrai pour les violonistes, tous les musiciens, qu'on a l'occasion d'entendre dans les nombreuses salles de concert de Séoul, et qui sont devenus des musiciens de renommée internationale. De renommée internationale. Et même, alors il y a ceux qu'on connaît, puis tous ceux qu'on ne connaît pas, qu'on voit apparaître dans des petites salles, dans des petites salles, et qui maîtrisent Fauré, qui maîtrisent Beethoven, bien sûr, à un niveau absolument étonnant. Et je trouve ça très émouvant. C'est le résultat pour jouer du piano à ce niveau-là, c'est le résultat d'un travail énorme, d'un travail immense. Et je suis très impressionné par ceci. Et mon dernier exemple, je citerai simplement le nombre de Coréens que je rencontre qui parlent français et qui le parlent à un niveau excellent. Et je trouve ça extrêmement émouvant. C'est ce genre de choses qui fait que les Coréens
sont un peuple absolument exceptionnel et en ce sens-là très différent des Européens qui sont plus hédonistes ou plus passionnés par les congés que par ces tâches auxquelles les Coréens s'adonnent avec tant de passion. Chez Hangang, c'est pareil. Il y a cette sorte d'engagement dont vient de parler Jean-Noël. Et puis cette capacité d'empathie. Et elle souffre énormément avec les autres. J'ai eu l'occasion de parler avec elle. Ces événements tragiques, historiques qu'elle décrit, elle le vit chaque fois quand elle écrit. Elle souffre énormément. C'est une sorte d'abnégation d'un écrivain qui se sent responsable de parler de son siècle, de ce qui s'est passé. Et puis j'apprécie aussi beaucoup chez elle cette force intérieure. C'est une personne frêle, mais elle parle doucement, mais elle a une force incroyable intérieure avec laquelle elle continue d'écrire. Ça va être notre mot de la fin et j'espère qu'il donnera à nos amis l'envie de lire 서랍의 저녁을 넣어두었다 qui doit être publié au printemps prochain en France. Merci Chemigang, merci Jean-Noël Jeté pour cet entretien.